Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Bonjour à tous et à toutes. Je prends le micro aujourd'hui toute seule. C'est la première fois depuis le début de Présage, donc depuis 2018. J'avais prévu il y a un an de faire un épisode bilan ou en tout cas un point d'étape après ces 5 années de Présage. Et j'avais sollicité vos questions. Et donc, je vais enfin prendre le temps d'essayer d'y répondre. À l'origine, j'avais prévu de préparer mes réponses tranquillement. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais préparer, j'allais jamais le faire, en fait, parce que j'ai probablement un peu du mal à écrire ce que je pense ou à le formaliser. Je me dis que mes idées évoluent très vite et je suis pas forcément d'accord avec ce que je pensais il y a quelques mois ou quelques années, a fortiori. Et aujourd'hui, je me dis que c'est pas grave si la pensée évolue. C'est peut-être un peu le préambule. Ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je pense aujourd'hui. Ça sera peut-être plus le cas dans quelques temps, mais en tout cas, ça me faisait plaisir aujourd'hui de répondre aux questions. Donc, c'est ce que je vais faire. Et d'abord, je voulais remercier tout le monde, tous les auditeurs et auditrices pour votre écoute. Depuis le début, il y a eu... j'ai fait plus de 65 épisodes aujourd'hui. Et en termes d'écoute, je pense qu'on est bien au-dessus des 2 millions d'écoutes cumulées. Donc, c'est très chouette. Et aussi, je voulais vous dire que, comme vous le savez, Présage est un podcast indépendant que je fais sur mon temps libre de façon bénévole et ça me fait très plaisir de le faire, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et donc, si ça peut bénéficier à un maximum de gens, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à partager à votre entourage. Voilà. J'ai l'impression de faire un très long message vocal. Et j'aime pas trop les vocaux, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre quelques questions. Il y en a eu quand même pas mal. On verra le temps que je mets à répondre. Et si c'est trop long, eh bien, je couperai. Et peut-être que je ferai plusieurs épisodes. Ou pas. On verra. Alors, une première question qui est revenue sous des formes un peu différentes. C'est quel a été votre cheminement de pensée tout au long de ces 5 ans, les moments clés où vous vous êtes peut-être dit qu'il n'y avait pas que le carbone, en fait. En clair, je suis curieux de savoir ce que vous pensez aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs questions sur cette même idée de quel a été mon cheminement de pensée, mon cheminement intellectuel, et notamment quel est mon rapport à la collapsologie. Parce que, comme vous le savez peut-être, sans doute, au tout début de Présage, j'étais vraiment rentrée par l'effondrement et la collapsologie. Ça, c'était le point de départ en 2018. Et aujourd'hui, donc fin 2023, j'ai adopté une conception, on va dire, peut-être beaucoup plus, je mets des guillemets, radicale et politisée des enjeux écologiques. Politique au sens de comment on fait pour parvenir à vivre ensemble, tous et toutes ensemble, et quel monde on veut, et pour quel monde on veut se battre. Donc, pour faire un point sur la collapsologie, en 2018, moi j'étais très préoccupée par les questions de climat et d'effondrement. J'avais découvert la collapsologie par la web-série Next, par le livre Comment tout peut s'effondrer. J'ai fait pas mal de rencontres, je me suis beaucoup intéressée à tous ces sujets-là, j'ai regardé beaucoup de conférences, je suis allée à beaucoup de conférences, etc. Et après avoir aussi dans les dernières années été très critique, et je suis toujours critique
aujourd'hui, mais je sais aussi que c'est par là que tout a commencé et j'ai une forme aussi de reconnaissance pour tout ce que ça m'a appris. Je pense qu'on pourrait y passer très longtemps, mais je dirais que le courant de la collapsologie m'a permis de faire des constats majeurs sur les grandes crises qui sont en cours dans notre monde et dans nos sociétés, sur les questions de climat, d'énergie, la question des limites des ressources également. Ça m'a permis aussi de comprendre plein de notions et de me plonger dans plein de sujets que j'ai découverts tous en même temps, tout d'un coup, comme la 6e extinction de masse, la question de la grande accélération, des limites planétaires, des boucles de rétroaction, l'habitabilité de la planète, enfin tous ces grands constats, et c'était passionnant. J'ai, je pense, au fil du temps, constaté, pas toute seule, mais aussi grâce à des personnes que je suivais, par exemple, sur internet ou d'autres lectures. J'ai aussi réalisé que l'approche de la collapsologie... Alors, je fais une petite parenthèse. Évidemment, c'est un courant de réflexion, de pensée qui est aujourd'hui, je crois, assez vaste et il y a plein de nuances. Mais voilà, je vais dire dans les grandes lignes. Donc j'ai réalisé qu'il y avait un certain nombre de limites de cette approche. Déjà sur la partie scientifique, on peut dire que, dans la collapsologie, il y a une forme de goût pour l'accumulation de données, d'études, ou plutôt peut-être de certaines données, certaines études. Et cette accumulation, en fait, il y a souvent une forme de cherry picking, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire d'aller sélectionner certaines données qui accréditent une thèse plutôt qu'une autre. Et en fait, accumuler toutes ces données, ça ne permet pas de prédire ou prévoir l'avenir ou l'effondrement d'une civilisation. Une autre limite, c'est que le cadrage qui est proposé, c'est plutôt c'est vraiment celui des pays entre guillemets développés, les pays occidentaux, les pays riches. Il y a une forme de romantisation des sociétés qui ne font pas partie de cette modernité occidentale, qui vise à vanter leur plus grande résilience, mais qui occulte aussi beaucoup de problèmes. Mais surtout, la grande limite dont je me suis aperçue, c'est que c'est une approche qui est finalement pas du tout politique. Il y a très peu ou pas de prise en compte des sciences sociales et des rapports sociaux, des rapports de classe, de genre, de race notamment. D'ailleurs, j'avais fait le test il y a quelques temps, je sais plus, il y a quelques mois, d'aller sur un des très gros groupes Facebook qui parle de collapsologie, pour voir quelles étaient les mentions du terme féminisme en faisant une recherche. Et en fait, on se rend compte que les occurrences se comptent sur les doigts d'une main, ou de 2 mains maximum. Et quand c'est le cas, il y a des centaines de commentaires d'hommes qui sont extrêmement gênants, problématiques, très réactionnaires, voire masculinistes. Donc ça montre bien aussi que la collapsologie gagnerait à s'ouvrir aux sciences sociales et à une approche beaucoup plus large. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la collapsologie ? C'est finalement une approche qui est très généralisante quand on parle de civilisation thermo-industrielle. C'est une approche ultra globale qui se voudrait souvent objective, mais qui, en fait, comme tous les points de vue, comme toutes les approches, est extrêmement située. Donc c'est pas une science exacte du tout. Un autre énorme problème, c'est que c'est un courant de pensée qui ne traite pas du tout du système capitaliste. C'est-à-dire on ne parle pas de capitalisme, ou alors, en tout cas, moi, quand la dernière fois que j'ai regardé, ça n'en traitait pas. Donc c'est quand même un énorme sujet, le système capitaliste, comme en tant que système, en tant que rapport de classe, de pouvoir, d'appropriation des ressources, de domination des personnes et des ressources et des territoires.
C'est d'ailleurs peut-être, enfin, c'est assez étonnant en fait. Je pense qu'au début, j'avais même pas remarqué qu'on n'en parlait pas. Enfin, on parle donc par exemple dans Tout peut s'effondrer, on parle beaucoup de systèmes, des enjeux systémiques, d'une approche systémique. Il y a une description très précise de plein de mécanismes qui façonnent le monde et qui sont intriqués les uns dans les autres, mais on ne définit pas ce système, on ne le caractérise pas, on ne dit pas que ce système dans lequel tous ces problèmes existent est un système capitaliste. Donc ça me paraît une limite fondamentale, surtout vu mon point de vue aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, ce qui apparaît, c'est que l'analyse du monde qui est développée par le courant collapso, par les courants, ça ne me semble pas déboucher sur des perspectives satisfaisantes, en tout cas des perspectives qui permettent de lutter, d'agir comme je l'entends moi, c'est-à-dire pour tout le monde en fait, pour tous et toutes. Et donc une fois passés les constats qui sont dramatiques, qui sont énormes, qui sont sidérants, on se retrouve finalement sans savoir quoi faire. Une fois qu'on a énuméré l'immensité des problèmes, on est dans un état de sidération, et le seul horizon qui se dégage, c'est celui de sortir du système en fait, de déserter, de développer sa propre résilience à une échelle locale ou une échelle micro. Donc là encore, évidemment, je suis en train de simplifier. Je pense que vous avez à peu près l'idée. Donc voilà, donc ça peut être super chouette de se débrancher du système, d'être résilient à son échelle, mais ça laisse quand même de côté le cadre général dans lequel toutes ces initiatives locales s'inscrivent aujourd'hui, les écolieux, les hameaux logés, toutes ces initiatives, elles existent aujourd'hui en lien avec un macro-système dans lequel il y a des combats à mener, il y a des choix politiques sur lesquels il faut peser, il y a des luttes sociales qui sont à engager ou à continuer. Il y a les questions évidemment de santé, d'éducation, d'infrastructure, de transport, d'alimentation. Voilà. Donc je pense, enfin je ne critique pas du tout les gens qui ont envie de déserter, mais c'est pas mal d'arriver à garder une approche politique. En tout cas, c'est mon avis. Il y a aussi un autre très gros sujet avec le courant collapso, c'est que donc il ne s'inscrit pas dans des mobilisations politiques collectives. En revanche, il insiste très fort sur l'aspect individuel. Et là, on a tout le versant New Age, la promotion de la transformation intérieure, la reconnexion à soi et à la nature. Là encore, il ne s'agit pas de dire que c'est pas important. Bien sûr, c'est important de se reconnecter au vivant, à la nature, à soi. Mais cette reconnexion spirituelle me semble, à moi, assez vaine et assez peu fertile si elle n'est pas inscrite dans une réflexion plus large sur les rapports sociaux. C'est-à-dire que, peut-être dit autrement, je trouve ça super chouette et cool de s'immerger dans la nature, de développer de l'empathie avec soi-même, avec les autres humains, avec les autres qu'humains. Mais je préfère le faire sans occulter les combats à mener et sans me replier sur moi-même ou sur mon écosystème. J'ai pas non plus envie de nourrir le business des stages de développement personnel ou pire, des stages de féminin sacré ou tout ce genre de trucs. Donc c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans Présage avec différentes personnes, comme avec Elisabeth Fetty, avec Antoine Dubio sur l'épisode sur l'écofascisme, avec Si le Serre-Maulepois sur les écologies déviantes. Mais il faut redire tout ça, mais il y a une énorme dérive possible qui est déjà visible, largement visible dans cet aspect vraiment spirituel de la collapsologie et de cette écologie intérieure, on va dire. C'est que l'idée de nature qui est promue dans ces courants de pensée-là, et par certains auteurs et autrices,
C'est une nature qui est fondamentalement binaire, qui est donc, à mon sens, réactionnaire, qui fait la promotion de la différence des sexes, c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait le pôle féminin, de l'autre côté, le pôle masculin, donc l'homme et la femme, une claire différence entre les deux, un équilibre, une complémentarité, et donc ça naturalise en fait les genres, et ça, c'est quelque chose qui doit être combattu. Parce que ça fait ensuite le lit de tout un tas d'idées et de pratiques oppressives auprès des minorités de genre, notamment. Je repense aux stages initiatiques qui sont promus par certaines personnes des courants écolos, donc des stages initiatiques pour les hommes ou d'autres pour les femmes qui encensent la différence des sexes. Et ça, c'est vraiment le fondement du masculinisme. Là, je pourrais vous renvoyer sur ce sujet-là alors c'est pas directement un reportage sur la collapsologie, mais c'est un reportage dans Les Pieds sur Terre, qui est en immersion dans un stage du Mankind Project. Ça s'appelle de mémoire Les Nouveaux Guerriers, de Pauline Chanu. Et c'était un épisode assez consternant et fascinant à la fois. Donc ça rejoint... Donc voilà, j'ai listé pas mal de limites que je vois dans la collapsologie. Je rappelle aussi que, effectivement, je suis rentrée par là, comme plein d'autres personnes, que ça m'a apporté beaucoup, et donc que tout n'est pas à jeter, mais que voilà, moi en tout cas, j'ai évolué. Et voilà, je suis contente d'avoir de ce chemin. Donc toute cette partie sur l'éco-spiritualité, ça rejoint une autre question qui a été posée sur ça. Je cite la question. J'apprécie beaucoup la critique du développement personnel, ésotérisme du milieu écolo. Cependant, je pense qu'il y a un énorme enjeu à concilier les luttes collectives et pratiques de cercle, d'écoute, développement de l'empathie. Comment vois-tu cette articulation ? C'est une très bonne question, et sur ce point, j'ai pas mal évolué. Je pense qu'il y a un assez long moment où je pouvais... En fait, je suis passée par différentes étapes, parce que là, j'y repense au début du podcast, en 2018, même avant. Je cherchais vraiment des moyens d'aller bien, d'aller mieux. Donc, je suis moi-même passée par des retraites des méditations, des pratiques de bien-être et finalement de développement personnel. Puis, je me suis dit que c'était nul parce que c'était complètement apolitique. Et puis, j'ai réfléchi, aidé de plusieurs personnes. Et donc là, en fait, avant, je pouvais critiquer vraiment un peu bêtement tout ce qui a trait au développement personnel en pointant ces tendances néolibérales qui consistent à tout individualiser et à nourrir de nouvelles injonctions à être toujours plus performant, toujours plus agile, toujours plus résilient, etc. Là, aujourd'hui, je pense que j'ai compris que ça sert à rien de se moquer. On a tous besoin d'aller bien, d'aller mieux. Il y a beaucoup de souffrance dans ce monde à des échelles très différentes, mais il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de souffrance. Les gens cherchent des solutions là où elles peuvent être, et moi-même, je cherche aussi des solutions pour aller bien. Aujourd'hui, c'est sûr que le développement personnel et le monde du bien-être sont des énormes business. Ce sont en grande majorité des contenus qui sont au-delà de apolitiques, qui sont vraiment dépolitisants, qui maintiennent une idéologie où il faut toujours être la meilleure version de soi-même. C'est des injonctions qui sont irréalistes, et c'est aussi le terreau de plein de dérives ésotériques, voire sectaires. On a vu, enfin, en tout cas, j'ai vu que ça a aussi de grandes proximités avec l'extrême droite, souvent, dans ces dérives sectaires. Donc, je vous recommande sur ce sujet de suivre des personnes qui travaillent pour politiser les pratiques de bien-être,
comme par exemple Camille Test, qui est prof de yoga féministe et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Politiser le bien-être. Dans ce livre, elle explique très bien, elle relate tous les problèmes qu'il y a dans le monde du bien-être, du yoga, etc. Et elle donne aussi plein de pistes pour repolitiser tout ça, repolitiser le bien-être. Parce que, comme je disais, on a tous besoin de prendre soin de soi. Et il y a des questions à se poser. C'est, par exemple, est-ce que les pratiques de bien-être, de self-care, on va dire, elles sont émancipatrices ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que quand je fais du yoga, c'est des enseignements qui sont fondés sur une vision ultra étroite et normative du corps et de la santé physique, de la santé mentale ? Est-ce qu'elle prend en compte la réalité du corps et de la vie des gens ? Aussi, on peut se demander comment ces pratiques de bien-être, ces pratiques corporelles, peuvent, corporelles ou intellectuelles, comment elles peuvent nous donner plus de force et comment elles peuvent nous permettre de nous engager mieux, de façon plus durable et plus saine. Parce que ça, c'est aussi une grande question dont on parle de plus en plus, je crois, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de nous collectivement, individuellement aussi dans les espaces militants. Parce qu'il y a une sorte de romantisation de la lutte et qu'il faudrait faire passer la lutte avant tout et au détriment de sa santé, etc. Bon, c'est souvent le cas, c'est que l'engagement militant, c'est souvent difficile, dur et que on peut se faire du mal. On peut aussi prendre soin de soi et soin les uns des autres. Et les pratiques de bien-être, des pratiques physiques, notamment par exemple le yoga, mais pas que, peuvent être des outils pour lutter mieux et être des outils d'émancipation aussi. Donc voilà, donc je vous mettrai peut-être d'autres références dans la description de l'épisode. Pour revenir à la question, pour conclure sur la collapsologie, l'effondrement, aujourd'hui, je ne sais pas si tout va s'effondrer. Il y a plein de... en fait, qu'est-ce qui va s'effondrer ? Je ne vais pas refaire cet éternel débat de quoi on parle quand on parle d'effondrement. En tout cas, je ne crois pas que l'ensemble de toute la civilisation va s'effondrer dans les années qui viennent. Non. Pendant un moment, j'avais vraiment souscrit à cette idée, ce fantasme que le système capitaliste allait s'effondrer de lui-même, sur lui-même. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut en fait perdurer très très longtemps encore. Et qu'il peut, on le voit, on l'a bien vu, qu'il peut sans cesse renaître de ces crises en marchandisant tout ce qui peut l'être et en exploitant toujours plus. C'est ce système capitaliste, patriarcal, colonial qu'il faut combattre. Et dit comme ça sonne énorme et impossible, mais en fait, on ne combat pas des concepts et des idées. On combat sur des luttes très concrètes et on peut prendre cette grande lutte par plein de bouts différents. Après cette digression sur la collapsologie, j'en reviens donc à quel a été mon chemin de pensée. Donc au début, effondrement, obsession pour l'effondrement. Et après toutes ces années, j'ai compris l'interconnexion des problématiques écologiques avec les autres enjeux. Et je les ai compris parce que, en fait, quand j'ai commencé le podcast, ça faisait déjà un moment que j'écoutais et que je me documentais beaucoup sur le féminisme. Donc ça a été vraiment une découverte parallèle, féminisme et écologie. Dans l'année 2017-2018, c'était vraiment des grosses claques que je me prenais. J'ai changé complètement ma vision du monde. J'ai repassé des épisodes de ma vie au prisme de ces nouvelles lunettes féministes et ça a été quand même assez chaud. Ouais, c'était des grosses claques. Mais en même temps, quelle joie de découvrir tout ça et d'avoir ces nouvelles lunettes, même si parfois c'est assez pénible de constater les immenses violences et inégalités qu'il y a partout, mais en même temps, je ne regrette rien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le lien s'est assez vite fait entre les questions écologiques et féministes et ça a ouvert des perspectives très vite, en fait, en découvrant notamment l'écoféminisme
par le recueil de textes, l'anthologie de textes écoféministes dirigée par Émilie H, que j'avais reçue vers le début de Présage. J'ai ouvert mon champ de réflexion en échangeant, en suivant des personnes sur Internet, sur Twitter par exemple. Ça s'est fait de façon, je pense, assez rapide quand même, mais progressive à la fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des grands moments un peu de révélation où j'ai découvert l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, les sujets de racisme environnemental, le lien entre les questions écologiques et les sujets LGBT, avec le livre Écologie déviante, par exemple. J'ai découvert ces différentes approches des enjeux écologiques. J'ai compris le lien entre elles. Et ça a été vraiment des moments de révélation, en fait. La première fois que j'ai entendu parler d'écoféminisme, bien sûr, mais d'écologie décoloniale, c'était vraiment... j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui explosait, quoi, de découvrir tout ça et de voir l'évidence des liens entre tout ça, et l'évidence des faits aussi. C'est des moments qui sont quand même assez précieux. Et je remercie beaucoup les gens qui œuvrent à diffuser ces connaissances. Et ça montre aussi l'étendue de tout ce qu'on ne sait pas et de l'étroitesse de notre prisme de pensée et d'analyse. Et j'imagine qu'il y a j'ai hâte de découvrir plein d'autres sujets que je ne connais pas du tout aujourd'hui et qui vont de nouveau me faire exploser le cerveau. C'est vraiment chouette. Et puis après, ça débouche sur des choses très concrètes, quoi. Dans la façon d'agir, de lutter. Donc, en schématisant, il y a une forme d'écologie qui est beaucoup plus axée sur le vivant, on va dire, entre guillemets, et une autre qui a une grille de lecture anticapitaliste, féministe, intersectionnelle. Donc, c'est une approche qui est ancrée dans la lutte, dans les mobilisations sociales. Ça veut pas dire... Donc, c'est cette approche-là qui, moi, me parle le plus et qui fait le plus sens pour moi. Ça veut pas dire qu'on peut pas penser en même temps une écologie qui soit attentive au vivant et au social, mais pour Présage, il y a quand même une couleur qui s'est affirmée au fil des années, et je pense que vous l'avez remarqué. Je suis d'ailleurs vraiment toujours extrêmement contente quand des gens m'écrivent pour me dire que ils ou elles ont découvert des sujets et que ça a fait évoluer leur façon de penser. Ça me touche énormément. Et c'est un peu pour ça que je fais le podcast, quoi, parce que parce qu'il y a des idées et des livres, des concepts qui me paraissent tellement importants que je me dis il faut absolument en parler au plus de gens possible. Voilà. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que agir pour l'écologie, pour un monde qui soit écologique, pour un futur écologique, c'est œuvrer pour un monde égalitaire et juste pour tous et toutes, et un monde qui n'oublie personne. Donc c'est pour ça que l'écologie doit s'emparer, se saisir des questions de classe, de race, de genre, des questions de corps, de capacité du corps, de validité, des questions d'âge aussi, dont on parle très peu, la question de l'humanité versus l'animalité, ne pas être non plus... ne plus être que centré sur les pays occidentaux, mais considérer aussi les enjeux du Sud, des Suds, les questions coloniales, etc. Donc, pour finir sur cette question, parce que ça fait déjà un moment que je parle, c'est pour ça que ça a beaucoup de sens pour moi et que ça me paraît très évident de traiter aussi bien de questions climatiques que de questions de violence policière, que de la notion la notion critique de race ou de validisme. On est dans un macro-système qui est fait de plein de sous-systèmes de domination, de rapports de pouvoir qui se nourrissent les uns les autres et qui se renforcent les uns les autres. Et c'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est ce sur quoi il faut lutter. On ne peut pas lutter sur tous les fronts à la fois. On peut parler de convergence des luttes ou d'archipélisation des luttes, mais en tout cas, avoir une vision large des enjeux, autant que faire se peut, ne pas nuire aux autres causes, ça me paraît fondamental. Alors, une autre question
est-ce qu'il y a eu un ou des sujets ou invités qui t'ont fait plus bouger que les autres ou qui t'ont plus impacté? Alors, je pense que tous les invités m'ont appris parce que quand je les invite, en général, j'ai déjà pas mal creusé leurs sujets, leurs écrits. Et donc, c'est pour ça que je les invite. Dernièrement, les personnes qui m'ont le plus apporté et qui m'ont fait le plus évoluer, c'est certainement Fatima Wassak, Myriam Baafou, pour leurs approches de l'écologie, d'une écologie qui n'est pas une écologie bourgeoise. Déjà, ça apporte beaucoup. L'écologie populaire de Fatima Wassak, sa façon de tenir ensemble l'écologie, l'antiracisme, le féminisme et l'antispécisme aussi, même si c'est moins connu dans son discours. Myriam Baafou, un peu pour les mêmes raisons, mais pour les mêmes raisons qui sont liées au même thème. Mais vraiment, son livre est incroyable. Des paillettes sur le compost. C'est vraiment une lecture importante. Dans les derniers sujets, il y a aussi évidemment le livre et l'entretien avec Charlotte Puiseux sur le validisme qui m'a beaucoup apporté. En dehors des invités, il y a des personnes qui m'ont beaucoup apporté et que je voudrais remercier ici. C'est dernièrement Victor Durand-Lepeuch qui fait le podcast Comme un poisson dans l'eau, qui est dédié au sujet du spécisme et qui est vraiment quelqu'un de super, même si on ne se connaît pas encore énormément, mais que j'apprécie beaucoup. Son podcast est incroyable. Il m'a sollicité plusieurs fois pour me dire quand est-ce que tu traites d'antispécisme. Et il avait raison d'insister parce que c'était un sujet que j'avais pas mis de côté, mais qui était sur ma to-do list. Mais voilà, que je savais qu'une fois que j'allais me plonger dedans, ça allait transformer pas mal de choses dans ma vie. Je voudrais aussi remercier Mariemta Moussanang du podcast Afrotopique qui fait un travail incroyable et qui m'a aussi fait découvrir par son podcast plein de penseurs, penseuses et d'approches que je ne connaissais pas du tout et qui a vraiment ouvert mes perspectives. Je voudrais aussi remercier des gens que j'ai rencontrés en vrai et que je suis sur les réseaux et qui, par leur travail de pédagogie et d'information, m'ont fait beaucoup évoluer, comme Antoine Dubio, que j'avais reçu aussi dans l'épisode sur l'écofascisme, Béné, que j'ai reçu aussi pour son livre La révolution du potager, qui fait vraiment un super boulot d'analyse de l'actualité, de décryptage. C'est vraiment très précieux. Et Tom, du collectif Vietnam Dioxine, qui fait aussi un travail de pédagogie, d'analyse. Voilà, donc merci à vous. Je vais prendre une autre question et peut-être, là ça fait déjà je crois plus de 35 minutes, après je vais peut-être faire une pause. Alors, une autre question, est-ce que la maternité a décuplé ta colère, ton envie d'agir, ton éco-anxiété? Comment le vis-tu? Le fait de devenir parent, mère de ma fille, je crois pas que ça ait décuplé ma colère et mon éco-anxiété. Je pense que j'étais déjà en colère et éco-anxieuse avant et que je suis toujours. J'ai pas l'impression que ça ait démultiplié ces émotions, ces sentiments. Mon envie d'agir non plus, mais ça s'est peut-être transformé un peu. En tout cas, je sais pas, maintenant, de fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus active concrètement. Enfin, je veux dire, je fais pas que le podcast, je fais pas mal d'autres choses au niveau militant. Et c'était pas le cas avant, mais je suis pas sûre que ce soit lié au fait de devenir parent. Ce qui est sûr, c'est que je suis toujours éco-anxieuse et facho-anxieuse et anxieuse du monde dans lequel on vit et on va vivre. Et il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça me paralyse. Je pense que je fais peut-être pas tout ce que je peux, mais je fais pas mal pour être à la hauteur de la situation, à mon sens. Et il y a un truc qui est vraiment très
importants pour moi, c'est que j'ai vraiment envie de faire en sorte que ma fille n'ait pas honte de moi plus tard et qu'elle se dise que j'ai fait ce que je pouvais, donc j'ai fait des choses en tout cas. J'espère qu'elle aura pas honte de moi ou même peut-être qu'elle sera fière de moi. Donc ça me porte quand même pas mal. Je veux pas dire que j'y pense tous les jours, mais j'espère être à la hauteur pour le monde, mais même pour elle aussi. J'essaye de plus trop me poser la question, en tout cas de pas trop y passer trop de temps, de savoir dans quel monde elle va vivre, même si évidemment j'y pense, mais je fais ce que je peux aujourd'hui à mon échelle, des échelles collectives dans différents cadres. Et aujourd'hui, on a une vie qui est agréable et qui est douce, et ce sera peut-être pas le cas tout le temps, mais en tout cas, voilà, je fais tout ce que je peux pour faire ma part. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que depuis un petit moment, là, j'ai trouvé plusieurs cadres d'engagement militants où je me sens bien et qui correspondent à l'ensemble de mes valeurs. Et donc ça a mis beaucoup de temps à ce que je trouve les bons endroits. Et ça me fait beaucoup de bien, même si parfois, voilà, c'est fatigant, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Mais globalement, ça me nourrit beaucoup. Je vais m'arrêter là pour cette première partie peut-être du bilan des 5 ans. Il reste plein de questions, donc je sais pas, vous me direz si ça vous a intéressé, si vous voulez que je prenne d'autres questions pour faire la suite. Si vous avez d'autres questions, même n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous remercie beaucoup pour tout et je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.